aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art? On essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 525, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Pour la chronique de ce mois d'août, nous allons en Haute-Corrèze pour visiter la nouvelle exposition du Centre d'art contemporain de Meymac. Cet été, découvrez l'exposition collective Constructeurs d'absurde, bricoleurs d'utopie, qui rassemble des travaux d'une quarantaine d'artistes construisant des machines qui tournent et se retournent, des utopies sociales ou scientifiques et bidouillant des rêves ou des cauchemars de société idéale. Nous avons rencontré Caroline Bissière, la directrice du Centre d'art de Meymac, qui nous présente cette exposition. Cette exposition qui travaille sur le bricolage, l'absurde et l'utopie vient dans une sorte de suite logique à l'exposition de l'été dernier qui travaillait sur le désenchantement. Nous concevons toujours au Centre d'art nos expositions à partir d'une forme de perception, d'une sorte de sensibilité qui traverse la société et la scène artistique du moment. Et donc après ce désenchantement qui était un monde un peu fermé, qui butait sur un mur, il nous est venu à l'esprit qu'il était quand même utile de mettre en scène un ensemble d'artistes qui, aujourd'hui, pour sortir de de ce cul-de-sac, développaient des utopies. Donc c'est le propos de notre exposition, Absurde et Utopie. Le titre de l'exposition, c'est « Constructeurs d'absurde, bricoleurs d'utopie ». Alors, est-ce que vous pouvez nous définir les termes d'absurde et d'utopie ? L'absurde, a priori, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. C'est un terme qui est un peu raide, un peu caustique. Alors que dans l'utopie, il y a une sorte de générosité, je dirais, et d'ouverture dans ce mot qui touche à l'imaginaire. Dans notre exposition, ce mot d'utopie se pose, s'accole à l'idée de construction d'un monde idéal, et souvent un monde urbain, puisque nous sommes une société où l'urbain, la mégapole prédomine, en tout cas dans les préoccupations, comme moteur d'énergie, de vie, par rapport au monde rural par exemple. Les artistes abordent le thème du bricolage et de l'utopie au sein de leurs pratiques individuelles qui sont par définition extrêmement différentes les unes des autres. Si on remonte l'exposition comme le public le fait en entrant dans l'espace, la première utopie qui est développée et qui répond totalement au titre Absurde et Utopie, c'est cette sorte de voyage au long cours, le laboratoire des hypothèses, qui imagine une déambulation, un transport si vous voulez, un transport de l'air, de l'eau, du confin de la Normandie, en longeant les côtes, en remontant les cours d'eau et les rivières, jusqu'à Meymac. Donc là, on est dans une utopie qui rejoint la littérature. Même si formellement, le travail est vraiment bricolé, banc de sable, machine, petit papier descriptif, images du groupe avec son canoë ou en train de discuter ou en pleine élucubration, il y a ce côté un peu à la Jules Verne, un peu presque de partir comme ça dans un monde inconnu avec tous ses aléas. Donc là, il y a une forme, je dirais, littéraire et poétique de ce monde utopique de la scène artistique, qui est rejoint aussi, par exemple, par l'œuvre de Le Chevalier, Ophélie, qui peut paraître raide, puisque c'est simplement le toit d'une voiture qui semble s'enfoncer dans un étang, mais qui pourtant est littéraire et poétique, puisque Ophélie est une image emblématique de la poésie.
Dans la salle voûtée, qui est au premier niveau, vous avez des artistes qui développent des utopies plus, mécaniques, écologiques. Un monde sous cloche, par exemple. Kirsten Jansen, lui, il y a pas mal d'artistes qui travaillent sur les robots, sur la plantation, qui ont des travaux très bricoleurs, plutôt genre concours Lépine, on pourrait dire. C'est-à-dire comment faire pousser des plantes sous cloche, etc. Donc dans ce petit laboratoire, on pourrait imaginer en micro et en hypothétique, qu'est-ce que serait la vie sur une planète Mars, c'est-à-dire comme on l'a fait déjà en Californie, où des chercheurs se mettent ensemble et vivent dans un espace totalement confiné, sous cloche, pour imaginer ce que pourrait être dans l'année 3000, quand on irait vivre sur une autre planète. En face, on approche plus le mot de l'absurde. Vous voyez, l'exposition est toujours dans un basculement entre absurde et utopie. Je trouve que les œuvres de Berthier, qui sont présentées là, ou de Fourtou, sont assez emblématiques de cette sorte d'équilibre entre absurde et utopie. Alors elles vont vers l'utopie parce qu'il y a une certaine fraîcheur dans la proposition. C'est assez ludique, par exemple dans Fourtou, quand il est la tête en bas dans un pot, qui se balance par la fenêtre, que, des balcons kitsch ornent une façade d'un HLM, il y a ce côté déjanté. Mais très absurde aussi, parce que comment un balcon serait accroché, comment un personnage d'une maison serait la tête à l'envers, vous voyez. Donc on est bien là, aux bordures de l'absurde. Mais ce n'est pas un absurde grinçant, comme nous l'avions abordé d'ailleurs dans une exposition antérieure, qui était un absurde plus raide, plus noir, plus désespéré quelque part. Là, c'est plutôt un absurde assez ludique. La littérature dans cette exposition est en permanence sous-jacente, parce que il y a toujours, par exemple chez Fourtou, beaucoup de sa mémoire qui est en jeu. C'est-à-dire que quand on interroge Fourtou, il parle beaucoup de la maison de son grand-père. Et donc il part de souvenirs, si vous voulez. Il y a ce côté entre absurde et utopie, des enchaînements, cheval de course, course à pied, pied de biche, etc. Vous voyez ce côté abracadabrant. Quand on continue de monter dans l'exposition et qu'on découvre les travaux, par exemple, de Du ou de Bublex ou de Cornelissen, pour citer 3 artistes assez emblématiques, là, pour le coup, on est vraiment dans une utopie urbaine. Ce sont des artistes qui travaillent sur les mégapoles et qui imaginent des mondes fantastiques, assez concentrationnaires, esthétiquement extrêmement dessinés. Avec Bublex, c'est sous une facture froide d'images numériques retravaillées, on pourrait dire souvent le jeu des 7 erreurs. C'est-à-dire qu'on regarde l'image, elle vous semble « Ah, c'est une ville », mais si on pose un peu le regard, on va s'apercevoir que la villa de bord de mer, elle est faite de tuyauterie et de containers. Et au premier regard, on ne l'aura pas vu. Chez Cornelissen, c'est un travail presque d'architecte, de jardinier presque, c'est-à-dire que le monde est dessiné jusque dans ses moindres détails, c'est un monde totalement concentrationnaire en fait, mais avec des jokes, avec des choses intrigantes, à la fois une sorte de lisibilité quelque part assez rassurante, et toujours quelque chose qui disjoncte. Et chez Du, évidemment, puisque tout son travail tourne autour de la tour de Babel. Qu'est-ce que la tour de Babel? C'est la fin d'un monde, d'une société qui, si on revient à l'époque biblique, était entièrement corrompue par l'argent, le pouvoir, et qui s'effondre. La tour de Babel, c'est une forme de fin du monde, hein. Et donc Du travaille beaucoup sur cette idée. Donc c'est une architecture idéale, la tour de Babel, mais c'est aussi par son histoire, par ce qu'elle véhicule, et là aussi on rejoint la littérature et enfin l'écrit, un monde qui s'effondre. De l'autre côté, vous découvrez le travail de Jonker ou le travail de Casey Wong, dont une image a été utilisée pour porter l'exposition, cette sorte de radeau flottant, ou bien Tixador,
C'est une partie au fond qui est très poétique et presque, je dirais, ludique, même si Joncker peut paraître triste et sardonique, cette brouette cercueil avec sa couronne au-dessus. Il n'empêche que quand on la resitue dans le contexte de cette partie de l'exposition, avec ce monde dans une bouteille de Tixador, cette bouteille jetée à la mer, c'est vraiment, quand on est enfant, toujours quelque chose qui vous fascine, ce monde dans une bouteille, on se demande comment c'est rentré, il y a beaucoup de poésie. Et tout comme chez Casey Wong, ce côté noir et blanc, famille groseille, c'est-à-dire le monde en boîte. Donc on a une vidéo où il y a le monde en boîte et pleine de cartons, qui est le monde horrible et, comment dire, mondial aujourd'hui de la pauvreté, d'un monde transhumant et sans espoir, c'est-à-dire un monde de carton. Et puis il y a le monde ludique en face d'une famille riche de Hong Kong qui s'amuse à, comme un pique-nique, vous voyez, avoir sa petite maison transportable, sa boîte qui peut devenir et couchage, et table, et fauteuil. Donc on a comme ça ces deux mondes. Quand on continue de monter, il y a une partie où vous avez les œuvres de Park Harrison, de Baxter et de Odermatt, où on voit que absurde et utopie sont aussi cousins d'humour. Là, on est plus dans un humour très, comme on qualifierait l'humour anglais, c'est-à-dire ce tout petit décalage qui fait que tout le monde, ce côté pince sans rire, vous voyez, où tout le monde est un peu interpellé. Alors, c'est interpellant de voir un avion qui est sur une autoroute ou un rameur à la verticale qui remonte une chute d'eau. On est vraiment là dans une dimension très poétique et très proche de l'humour. Alors ensuite, on arrive à des pièces comme celle de Joad et Lacombe. Alors de Joad et Lacombe rejoint, je dirais, le rez-de-chaussée avec le laboratoire des hypothèses par son côté bricolé, c'est-à-dire bricolé et groupe. C'est une chose aussi qui nous a intéressés dans cette exposition, c'est de voir que ça renaît en permanence, c'est cyclique, le travail collectif. On se rend compte aujourd'hui qu'énormément d'artistes sont en fait des tandems ou des groupes. Situation qui avait disparu pendant une certaine période et qui revient en avant. Après 68, il y avait eu énormément de tandems d'artistes qui s'étaient associés de groupes, de les Malassis, les choses pour des raisons multiples, diverses, la politique pour certains, et tout d'un coup ça revient. Donc là c'est un tandem homme-femme de Joad et Lacombe, et qui là aussi travaille sur la mémoire. Ils réinterprètent des choses qui les ont touchés. Et là, ce tandem est très lié à des groupes artistiques. Dernier étage de l'exposition, qui chez nous fonctionne toujours comme une sorte de bouclage, de synthèse de l'ensemble de la déambulation proposée au public, et qui a là une assez belle dimension poétique. Je trouve qu'elle tire vers le rêve, l'exposition, elle la finit comme ça. Et donc, c'est vrai que l'œuvre de Kabakov, avec ce morceau de ciel qui tombe dans le sable, qui repercute donc à l'œuvre du rez-de-chaussée, avec les œuvres de Jan Kopp, ces personnages qui fonctionnent dans des espaces plus ou moins détruits, qui se reconstruisent, qui se déconstruisent, avec la maison renversée de Fourtou, on a un petit peu, si vous voulez, l'exposition en réduction. C'est le tweet. Voilà, c'est le tweet de l'exposition qui est en haut. Vous pouvez visiter l'exposition Constructeurs d'absurdes, bricoleurs d'utopie au Centre d'art contemporain de Meymac en Corrèze. C'est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h jusqu'au 1er novembre. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous connecter sur le www.centre-art-contemporain-meymac.com. Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5, 25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art?
on essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.